bienvenue sur le podcast Andy Unity. Comment on réagit face à l'annonce d'une hémiplégie du côté gauche? Est-ce qu'on se sent différent? Est-ce que ça ne change rien? Et qu'est-ce que ça impacte sur le quotidien? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je suis Ambre, une jeune née avec un handicap de naissance, qui a décidé de défendre cette cause. Le podcast brise les clichés, ose parler vrai et porter la voix des personnes concernées. Ici, on questionne, on partage, on s'élève pour construire une société où chacun a sa place. Donc si tu veux faire partie de ce changement, je t'invite à liker, partager et laisser un petit commentaire pour soutenir toute l'équipe. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et surtout que les précédents épisodes vous ont plu et peut-être vous ont aidé à comprendre mieux le handicap, à comprendre également le mouvement Andy Unity. Et aujourd'hui, j'avais besoin et envie de vous parler de mon handicap puisque je suis la fondatrice de cette association et pour moi, ça me paraissait quand même normal que je puisse vous dire en fait mon parcours, qu'est-ce que j'ai enduré, quel est mon handicap et ce que ça engendre, comment je l'ai appris, etc. Pourquoi? Parce que je trouve normal que vous sachiez qui vous écoutez. Voilà, tout simplement, hein, qui vous avez à l'heure actuelle dans les oreilles. C'est toujours important pour moi de mettre une sorte de tête ou de situation sur une personne. Enfin, plutôt sur un prénom, finalement. Alors, du coup, moi, mon handicap, il n'est pas survenu comme ça, d'accord? C'est-à-dire que moi, je suis née comme ça, d'accord? Il y a des souvenirs que moi je n'ai pas, mais qu'en fait c'est des propos que mes parents m'ont racontés par la suite. Il faut savoir que déjà je suis née prématurée, donc jusque-là il n'y a pas d'anomalie puisque beaucoup maintenant d'enfants naissent prématurés et ont une vie tout à fait normale. Et en fait, moi, ça a été diagnostiqué bien plus tard que il s'est avéré que ma mère, en fait, lors de la pose d'un cerclage parce qu'elle avait des difficultés à tomber enceinte, elle a fait une sorte d'allergie, en fait, à ceci, et qui a fait qu'en fait, par la suite, moi, dans le ventre, j'ai percé la poche de naissance, je sais pas comment on peut appeler ça, et en gros, ça a libéré un liquide qui a affecté tout mon côté gauche, à tel point que dans la base, quand j'étais petite, j'avais un trou dans le cœur. Il y avait énormément de séquelles. Mais heureusement pour moi, ce trou dans le cœur et autres problématiques se sont estompées en fait avec le temps et les soins médicaux bien évidemment. Mais on ne m'a pas diagnostiqué mon handicap tout de suite. Ça a mis vraiment, vraiment du temps. Je crois que la première chose qu'on a diagnostiquée de manière légère en fait, c'était ma main gauche. Si vous voulez, j'ai toujours de toute manière des difficultés à ce niveau-là, mais moins que quand j'étais bébé, ce qui est logique. En fait, j'avais le pouce qui se tenait à l'intérieur de ma main. Je ne pouvais pas l'écarter en fait ou tenir quelque chose par la pince et finalement c'est très handicapant puisque la pince est quand même l'outil principal pour attraper un objet. Donc ouais, moi c'était vraiment un problème pour ça. J'avais beaucoup de difficultés à saisir finalement un verre ou quoi que ce soit. J'étais obligée de me débrouiller avec mon autre main, de compenser en fait tout ça. Mais bon, ça a été pris à temps, j'ai eu des séances en fait de kiné par rapport à ça. Et en fait, mon pouce est revenu, on va dire, à la normale, mais j'en garde des séquelles. Pourquoi? Parce que à l'heure actuelle où je vous parle, si vous voulez, j'ai mes 3 doigts de ma main en fait qui sont liés. C'est-à-dire que si l'un se baisse, les 2 autres suivent. Donc pour donner un peu plus de visuel à ce que je raconte, en fait, j'ai le majeur, l'annulaire et l'auriculaire, donc le petit doigt, qui sont reliés.
Ensuite, par rapport à, par exemple, mon bras et ma main droite, ma main gauche, elle, est beaucoup plus fragile. Pour autant, faut savoir que je suis sportive, d'accord? J'ai quand même un suivi sportif à suivre pour le bien-être en fait de mon handicap. À ce niveau-là, si vous voulez, je ne peux pas porter par exemple un objet lourd que de ma main gauche. C'est impossible. Impossible parce qu'après je tremble, je risque de casser les choses. Donc voilà, il y a tout un truc où ça engendre quand même des difficultés. Par exemple, une poêle qui est remplie d'eau, je ne peux pas du tout la tenir d'une main, je peux pas, on va dire tenir d'une main quelque chose et de l'autre autre chose. Pas du tout, je suis obligée automatiquement de me servir de mes deux mains. Donc il y a des domaines où c'est quand même assez problématique. Donc ça c'est une partie de mon handicap, mais qui entre guillemets c'est on va dire estompé grâce au kiné, bien que comme je vous l'ai dit, il y a des séquelles encore actuelles. Mais pour ce qui est de ma jambe, donc ce que je vous parle le plus souvent pour ceux qui suivent sur les réseaux, eh bien, ça a été su en fait, ou plutôt, je sais pas, dépisté, si on peut dire ça comme ça. Il me semble que ma mère m'a dit que c'était à la maternelle ou à la crèche, je ne sais plus, enfin un des deux, où en fait une femme, je pense que ça devait être à la crèche, mais une femme m'a dit, enfin pas m'a dit à moi, mais plutôt a dit à ma mère, oulala, je vais pas arriver à parler dans cet épisode de podcast. Donc, a dit à ma mère, elle n'arrive pas à se tenir sur ses deux pieds. Pourtant, on a ces espèces de, ouais, on va dire de maintien, un peu comme des pseudo-déambulateurs, mais pour bébé, pour essayer d'avoir la stabilité en fait. Eh bien, moi, je n'arrivais pas du tout à tenir, même avec ça, c'était une galère, j'arrivais pas à avancer. J'avais même du mal de base à ne serait-ce que avoir de l'équilibre à quatre pattes. Donc, comment vous dire que voilà, ça a été dépisté quoi. Et du coup, mes parents ont voulu tout simplement savoir ce que j'avais, ce qui est totalement normal. Mais en fait, au départ, ça a été un peu le parcours du combattant, disons-le, parce que ils sont tombés sur des spécialistes qui ne sont pas vraiment des spécialistes parce que ils ont osé dire à mes parents que j'étais flemmarde et que je ne voulais pas marcher, que ce n'était rien, que ça avait un petit retard, quoi. Qu'il n'y avait pas grand-chose. Alors qu'en fait, ils l'auraient peut-être diagnostiqué avant, j'aurais peut-être moins de séquelles à l'heure actuelle. Mais bon, bref. Du coup, plus tard, quand ils ont vu que ça n'allait toujours pas, qu'il y avait aucune amélioration, vers mes 2 ans et demi, 3 ans, j'ai été du coup mise à un hôpital spécialisé pour le handicap d'enfants, donc qui se trouve à Palavas-les-Flots. Pour les parents peut-être qui nous écoutent, sachez-le. C'est l'Institut Saint-Pierre à Palavas-les-Flots. Voilà, donc c'est un hôpital qui regroupe, on va dire, les maladies et les handicaps pour les enfants. Donc quand je dis les enfants, ça va jusqu'à 17 ans en fait. À 18 ans, voilà, il y a la majorité, donc ça ne prend plus dans le cursus. Mais du coup, j'ai été diagnostiquée là-bas. On m'a fait des sortes de petits exercices, de tests, etc. Et là, le médecin a annoncé à mes parents que j'avais un réel handicap et qu'il s'agissait d'une hémiplégie avec un pied-bot à ma jambe gauche. Et donc là, pour ceux qui ne sont pas du tout docteurs ou qui ne comprennent rien au jargon médical, ce qui est normal, pour dire au plus simple, en fait, j'avais le pied sur la pointe et qui tournait vers l'intérieur. Voilà, donc je vous imagine pas la démarche. Mais quand je dis j'avais, je l'ai toujours, mais si vous voulez, il y a eu un épisode et on y reviendra un petit peu plus tard, en fait, où j'ai été opérée. Et donc, il y a eu quelque chose qui, on va dire, s'est arrangé, si on peut dire ça comme ça. Mais du coup, à l'annonce de cet handicap, mes parents ne savaient pas du tout comment réagir, en fait. Et c'est totalement normal. Comment réagir face à ça, en fait, quand on n'est pas préparé, quand on veut qu'en fait son enfant aille bien, en fait, et que
tout se passe au mieux. Je sais que ma mère s'est sentie vraiment coupable. Je pense qu'on fera un épisode là-dessus. C'est intéressant pour moi de mettre l'accent là-dessus pour les parents. Parce que si actuellement vous venez d'apprendre en fait que votre enfant a un handicap et que vous vous sentez coupable ou même que vous en voulez à lui-même mais d'une certaine façon, parce que moi mon papa c'est comme ça qu'il avait réagi de base, c'était de la peine et en même temps le pourquoi en fait elle a un handicap. Ma mère c'était plus la culpabilité de euh, ben, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Donc voilà, les parents ont une façon de réagir totalement différente et c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'en parler dans un autre épisode. Mais du coup, voilà, ils l'ont découvert, ils ont fait un peu ce qu'ils ont pu, hein, clairement. Et là, il s'en est suivi une énorme période de soins. Clairement, j'ai commencé déjà avec un appareillage, donc j'avais des attelles, 2 attelles attelle de jour et attelle de nuit, qui avait pour but de stabiliser au mieux mon pied. Donc toute ma jambe, ça prenait, il me semble, un peu au-dessous, en dessous du genou, jusqu'au pied en fait, voilà. Donc ça stabilisait tout ça et j'en avais une également pour la nuit, donc c'était un petit peu galère, clairement, j'avais l'impression d'être bloquée, hein. Vous imaginez bien que quand je vous dis ça, je parle de moi plus tard, d'accord? Parce que quand tu as 2 ans et demi, 3 ans, tu comprends pas encore trop ce qui se passe. Je crois que là où j'ai vraiment compris que j'avais un handicap, c'est un peu plus tard, il me semble, j'avais 4 ou 5 ans. Quand réellement, bah voilà, mon médecin m'a clairement dit, enfin le spécialiste en tout cas qui m'a suivi tout au long, m'a clairement dit, mais tu as un handicap. Enfin, il me l'a vraiment verbalisé et je trouve ça bien parce que ça permet de le savoir et de ne pas être surpris en fait par la suite. Donc honnêtement, au tout début, je vous avoue, j'ai kiffé. J'ai kiffé mon handicap. En fait, je voyais pas la différence. Pour moi, j'étais totalement normale, donc euh, ouais, il y avait pas vraiment de changement. Pour moi, j'étais une fille totalement normale, quoi. J'avais pas ce truc de me dire, oh tiens, ça change quelque chose, pas du tout. Par contre, la partie moins fun, bah, c'était mes rendez-vous médicaux, hein, puisque du coup, en parallèle de ces attelles, j'avais également, donc je crois que c'était un mois tous les, je sais plus combien, en fait, où je devais me rendre tous les mercredis là-bas pour qu'on me change mon plâtre et qu'on m'en mette un autre qui avait pour but de mettre mon pied le plus à plat possible et le plus droit possible. Donc imaginez-vous quand même, j'ai eu un os consolidé, enfin des muscles qui ont consolidé depuis ma naissance, qui sont comme ça et on veut les mettre droits. Donc ouais, ça me faisait une petite douleur à chaque fois qu'on le faisait, mais mais ça allait. On m'a pas maltraité, je préfère le dire, d'accord. Au contraire, c'est eux et c'est grâce à toute l'équipe médicale que actuellement j'en suis là et que je peux faire toutes ces choses malgré tout. Donc j'ai eu ça, j'ai eu également un corset en fait qui était relié à mon attelle pour également euh, par une branche métallique forcer mon pied à être droit. Donc c'était par rapport à ma hanche, en sachant que ma hanche a également un problème. C'est-à-dire que j'ai une sorte de petite différence de boitement et où il y a des choses où des fois en fait mes articulations vont avoir tendance à être plus fragilisées par rapport à quelqu'un qui n'a pas de handicap par exemple. Donc ça, quelque chose qui va vous choquer, j'ai eu des injections de Botox. Là, vous allez me dire quoi? T'as fait de la chirurgie esthétique? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas si ma jambe va vieillir moins vite que l'autre. Je n'en sais rien, je vous dirai ça dans quelques années. Mais à l'heure actuelle, enfin vraiment de ce que j'en sais, voilà, le Botox de base a été inventé pour les grandes maladies, les grands handicaps. Et moi, en fait, le Botox avait pour but de détendre un muscle qui faisait que mon pied, en fait, tournait et tourne toujours d'ailleurs. Parce que il ne, si vous voulez, il ne se repose jamais. C'est un nerf qui travaille jour et nuit. Voilà. Donc moi je m'en rends vraiment pas compte, mais je m'en rends compte en fait si je force trop dans la journée, etc. Je vais avoir plus de
de mal, on va dire, à reprendre. Et là, ah bah après, c'est tout mon cerveau, en fait, hein. Donc j'ai eu ça plusieurs fois, on me faisait 5 injections, j'ai été traumatisée. J'ai été traumatisée par les aiguilles parce que cette aiguille était énorme. Pourtant, on m'enfonçait pas toute l'aiguille, mais comme je la voyais quand même, comment vous dire que j'étais pas du tout à l'aise. Et quand j'étais petite, c'était vraiment un calvaire parce que pourtant, on me mettait de la crème EMLA qui était censée du coup faire une sorte d'anesthésion. J'avais également le masque qu'on vous met lors des opérations pour aussi avoir cet état d'anesthésie en fait. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, ben, mon cerveau ne voulait pas. En fait, je faisais littéralement un rejet à l'anesthésie. Du coup, je sentais tout. C'était magnifique. Mais après, donc après plusieurs années de souffrance de piqûres, en fait, ils ont mis en place un dispositif d'hypnose. Et ben, je savais pas du tout que j'étais réceptive. Je sais même pas si je le suis encore, hein, pour vous dire. Mais ça avait marché sur moi, c'est-à-dire que la personne, ben voilà, me parlait, me faisait entre guillemets voir et imaginer un espace très détente dans la jungle, etc. Et quand venait en fait le moment de la piqûre, c'était quelque chose qui passait beaucoup mieux puisque je le sentais déjà vraiment moins et c'était de suite ah ben tiens t'as été piqué par une guêpe et tout et comme j'étais dans mon univers ça passait crème. Donc voilà, j'ai eu tout ça. Sachant que j'avais aussi ma scolarité, je pense que vous posez la question de comment ça s'est géré tout ça. En fait, j'ai eu la chance de pouvoir être en école publique et pas spécialisée parce que bon nombre de d'adultes voilà voulaient me mettre dans un établissement spécialisé parce que soi-disant je n'avais pas ma place, mais mes parents en fait se sont tellement battus que ils avaient pas eu le choix que de m'accepter finalement. Donc j'ai eu un parcours scolaire normal, si je puis dire ça comme ça, puisque j'ai eu aussi du harcèlement plus tard. Mais en gros, si vous voulez, ça entravait quand même ma scolarité, mais en soi, je pouvais aller à l'école et avoir d'un autre côté, ben voilà, mes soins médicaux. Bien que ben, des fois c'était toute la journée, donc il y avait quand même du retard. Mais voilà, j'ai géré, on va dire, tout ça avec mes parents, ouais, toute mon enfance, hein, voilà. Donc voilà comment un petit peu ça s'est géré à ce niveau-là. J'essaie de vous la faire courte parce que vraiment mon histoire est très longue. Donc ensuite je suis passée du coup au collège et là ça a été vraiment le moment où j'ai détesté mon handicap. Donc on est passé de la fille qui se sentait totalement normale et ne voyait pas en fait la différence à quelqu'un qui déteste son handicap. Là clairement, si vous voulez, en sixième, j'ai eu ma prof principale qui a barré ma route en fait pour aller dans sa classe en me disant non non mais tu ne peux pas rentrer. Je ne veux pas d'enfants hors normes dans ma classe. Et ça, en fait, comment vous dire que c'est resté ancré dans ma tête et dans ma mémoire, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué, avec lequel maintenant on va dire, je suis ok, mais je ne comprends pas cet ajustement, hein. Mais dans l'instant T, j'étais vraiment très touchée par cette remarque. Ça m'avait vraiment affectée. Je le montrais pas. Mes parents ont fait une lettre au rectorat, etc. Donc je sais qu'elle avait été suspendue pendant quelques mois, mais bon, elle était revenue et finalement j'ai été quand même pénalisée par mes notes parce que c'est-à-dire que en fait, elle m'acceptait dans sa classe, mais j'avais beau, bah, entre guillemets, travailler et avoir pourtant les mêmes réponses que mes voisins qui avaient juste, eh bien, moi j'avais une notation qui était médiocre en fait par rapport au travail fourni. Donc il y avait vraiment ouais, une discrimination. Donc ouais, ça m'avait vachement touchée. C'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, t'es différente, tu boites, t'as un pied qui va pas, et apparemment ça dérange quoi. En fait, je m'étais préparée psychologiquement, je vous le dis, au collège à avoir des critiques de jeunes, parce que je savais que voilà la différence déjà, hein, ne serait-ce que pour le racisme, etc. On le sait, mais là,
je me disais mais c'est des adultes me sortent ça et ça m'avait profondément touchée. J'ai commencé à perdre confiance en moi parce que toute mon année de collège, ça a été ça. Clairement, j'ai eu beau changer de prof. Il y en avait qui étaient vraiment adorables, notamment mon professeur de français que je remercierai de tout mon cœur pour tout ce qu'il a fait. Mais vraiment, il y a eu toute cette galère en fait au collège où c'était l'incompréhension, où on me reprochait d'être en retard entre les classes parce que je pouvais pas aller plus vite que la musique, même s'il y avait un ascenseur, il y avait le temps de, voilà, je vais pas courir, je ne peux pas courir, sinon je peux perdre vite l'équilibre. Donc il y a tout ça qui est en jeu quoi. Heureusement, dans ma vie, j'ai quand même croisé des adultes très bienveillants, notamment vraiment dans ma primaire où je crois que ça a été mes meilleures années et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas eu à ce moment-là le sentiment d'être différente, c'est parce que j'étais entourée de personnes bienveillantes. Pour vous dire, j'ai eu mes profs de piano et de et de chant parce que j'adorais la musique qui étaient venus me voir donc plus tard à mes 10 ans parce que MDR je vous parle vraiment au feeling dans cet épisode parce que du coup je mélange plusieurs temps finalement de ma vie. Mais à 10 ans j'ai eu une opération parce que je n'arrivais plus du tout à marcher. C'était soit ça, soit je finissais en fauteuil roulant. Donc ouais, j'ai été obligée de faire ça et j'ai eu 2 mois de rééducation. Ce que ça a changé sur mon handicap, c'est que du coup, j'ai mon pied qui est à plat et plus sur la pointe. Mais par contre, ça a recontinué à tourner vers l'intérieur puisque j'avais pas fini ma croissance et que le muscle continue à travailler tout le temps et H24. Donc voilà, mais pour en revenir à ces professeurs, en fait, ils étaient venus me voir avec ma professeure de CM2 à mon hôpital pour me soutenir, pour me voir. Enfin, ils ont fait des heures de voiture pour moi. C'est un truc, ça m'a marqué parce que vous voyez, c'est ce genre de personne qui me raccroche à l'espoir d'une vie humaine inclusive. Mais du coup, ouais, pendant mes années collège, j'ai perdu toute confiance en moi. J'avais même plus envie de travailler. C'était vraiment une catastrophe. J'ai perdu toute confiance, mais vraiment toute confiance en mes capacités. Je devenais de plus en plus solitaire. Je voulais même plus sortir. Il y a eu une période où j'ai dû carrément voir un psy parce que c'était pour moi impossible de sortir de chez moi et de montrer ma différence. Ça en était venu à ce point-là. Au lycée, j'ai retrouvé une scolarité normale. Donc, faut savoir que j'avais quand même des séances de kiné, hein, mais j'avais plus du coup toutes ces séances de plâtre, etc. Puisque après, une fois que j'ai eu mes 17 ans, ça a été fini. Voilà, il y avait toute cette partie médicale lourde, on va dire, qui était finie, mais j'avais quand même un suivi. Et d'ailleurs, j'ai eu un suivi également récemment par un spécialiste pour réévaluer mon handicap. Mais ça a été vraiment mieux. Donc, je ne sais pas si c'était parce que c'était un lycée privé, mais ça a été mieux. Voilà, j'ai été vraiment ouais, très bien accueillie, très compréhensif au niveau du corps enseignant en fait. J'avais également reçu enfin une aide scolaire, donc une AVS, et maintenant ça s'appelle AESH, que j'avais pour on va dire, me simplifier et plutôt me reformuler les questions des consignes parce qu'à ce moment-là, voilà, j'avais des problèmes cognitifs que maintenant j'ai réussi à, on va dire, pallier. C'est pas qu'ils ne sont plus là, c'est plutôt que je me suis battue pour que on le perçoit le moins possible, quoi. Et dans tous les cas, ces problèmes cognitifs sont pratiquement plus là. Mais voilà, j'avais eu besoin de ça, mais de base, cette demande, on l'avait faite déjà au collège et la MDPH me l'avait refusée. Donc voilà, ça a été un peu le parcours du combattant aussi administratif. Donc après ça, vient le moment justement de trouver un emploi. Et là, comment on peut dire que j'ai plein de diplômes, hein. J'ai fait des études de vente d'auxiliaire vétérinaire. Donc voilà, je manque pas.
mais on me ferme la porte. On ne veut même pas me rencontrer en entretien, ou alors on ne veut pas me faire de traitement de faveur pour l'aménagement de mes horaires. Donc c'est là où je vois qu'il y a encore énormément de choses à faire parce que les gens ne se rendent pas compte de l'impact d'un handicap dans une vie et du fait qu'en fait les employeurs sont quand même avec cette possibilité d'aménagement en fait ils ont des aides. Moi je me rends compte que dans beaucoup en tout cas de ma région il y a vraiment pas ça du tout. Donc c'est une catastrophe. Je reçois énormément de témoignages de personnes en situation de handicap où c'est vraiment également leur problématique première, c'est de trouver un emploi. Donc voilà, c'est le parcours du combattant du début, donc de ma naissance à ma vie d'adulte. Donc voilà, et je pense que vous vous posez la question aussi si maintenant j'accepte mon handicap. Eh bien, sachez-le, je l'accepte, pardon, pleinement. Voilà. Pour moi, c'est vraiment maintenant une partie de moi. C'est quelque chose qui, pour moi, m'a construit et m'a permis de devenir celle que je suis aujourd'hui. Donc, je sais que le parcours vraiment est pas facile. Si vous écoutez ce podcast et que vous êtes handicapé et que vous avez l'impression vraiment que tout ne va pas en fait, que rien n'avance et que tout ça c'est la faute de votre handicap, vraiment ne rejetez pas votre handicap. Ce qu'il faut plutôt être en colère, c'est la société qui n'a pas cette bienveillance et cette ouverture d'esprit en fait envers la différence. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je sais qu'il était beaucoup plus long que les autres que j'ai fait précédemment, mais après je trouve ça normal puisque c'est une histoire et je me devais vraiment de vous la partager. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode.